Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 40e déjà épisode des lectures en cours. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 9 dernières lectures et à la toute fin de la vidéo, je vous présenterai 2 nouveautés des éditions Komiku. Il s'agit de ces 2 titres-là qui sont des nouveautés du mois d'avril et il y a quelques jours de cela, je vous avais demandé sur les réseaux sociaux si vous préfériez que je présente ces nouveautés dans une vidéo consacrée ou bien à la fin d'un épisode des lectures en cours ou encore dans le book haul du mois d'avril. Les avis étaient assez mitigés, globalement tout de même vous préfériez l'épisode des lectures en cours. Et en fait je me suis rendu compte après avoir lu ces 2 tomes, puisque oui je vous avais posé la question et je ne les avais pas encore lus, je me suis rendu compte tout simplement que je n'aurais pas suffisamment de choses à dire à leur sujet pour leur consacrer toute une vidéo. Non pas que j'ai complètement détesté ma lecture, que c'était sans intérêt, que c'était le gros flop de l'année, mais pour être honnête avec vous, ces 2 titres-là ne m'ont pas spécialement marqué. Ça a été de bonnes lectures mais sans plus, et je n'achèterai pas la suite. Mais avant d'évoquer ces 2 nouveautés des éditions Komiku, je vais vous présenter mes 9 dernières lectures, et bien évidemment on va commencer avec les shoujo, et aujourd'hui j'ai 2 shoujo et un josei à vous présenter. Je commence avec le tome 23 de Divine Nanami de Julieta Suzuki, publié chez Delcourt Tonkam. La série est terminée en 25 tomes, le tome 24 a été annoncé pour le 5 juillet, donc théoriquement on devrait avoir la fin de la série cette année, logiquement cet automne, mais rien n'est moins sûr. Divine Nanami, c'est un shoujo qui compte, comme je viens de le dire, 25 tomes, et 25 tomes pour un shoujo c'est tout de même très très long. C'est une série que j'ai commencé dès que le premier tome est paru en France, autant vous dire que ça fait déjà quelques années, et c'est un shoujo que je n'ai jamais lâché depuis. C'est vous dire combien c'est une série qui me tient à cœur et qui va énormément me manquer quand elle sera terminée. Dans ce tome 23, on a le personnage de Kirihito qui est à la recherche de son corps, donc du corps du roi démon, qui se trouve sur une montagne complètement en feu. Bien évidemment, Nanami et Tomoe vont essayer de l'en empêcher, puisque c'est pas dans leur intérêt qu'il redevienne le roi démon. Et dans ce tome 23, ce que je retiens, c'est la mort de l'un des personnages principaux, et je ne m'attendais pas déjà à ce qu'il y ait un mort, mais qu'en plus, ce soit ce personnage-là qui meurt aussi près de la fin de l'histoire. Et c'est surtout la façon dont va mourir ce fameux personnage qui est assez émouvante, parce que c'est un personnage qui va se sacrifier tout simplement, et j'ai trouvé ça vraiment très émouvant et très surprenant venant de ce personnage là, mais bon je ne vous en dis pas plus. J'aime beaucoup la couverture où on y voit Tomoe, Nanami, et Tomoe avec sa version renard, puisqu'en fait dans ce tome 23 il est encore prisonnier sous sa version renard et il essaye désespérément de récupérer son corps d'origine. Il est vraiment trop mignon, mais il se sent complètement sans pouvoir et sans défense, et il ne peut pas vraiment prendre soin de Nanami, ce qui le désole, sachant que Nanami, ça fait déjà un petit moment que ça va pas trop bien, où elle a plus trop d'énergie et où sa fin s'approche aussi. Voilà. On se demande qui va encore mourir avant la fin du manga. Bon, vraiment, je m'attends encore une fois, vu la couverture du tome 25, à un happy end. Et puis voilà, une très bonne lecture. Je vous recommande vivement ce titre si vous êtes fan de shoujo fantastique. Oui, 25 tomes c'est très long, je suis complètement d'accord, mais sachez au cas où qu'il existe un anime en 2 saisons si jamais le manga papier ne vous intéresse pas. Je vais à présent vous parler du 6e tome de Ugly Princess de Natsumi Aida, publié chez Akata. Donc la série est terminée en 7 tomes et le 7e tome sortira le 13 juillet. Et autant vous dire, quand j'ai commencé ma lecture de ce 6e tome, je ne me rappelais absolument pas qu'il s'agissait de l'avant-dernier tome. Et là encore, c'est une série qui va me manquer parce que c'est un excellent shoujo avec tellement d'émotions en peu de pages. Donc dans ce 6e tome, Mito va participer à un dating, à une soirée dating, ce qui n'est pas du tout le genre de ce personnage, mais elle y va pour accompagner une amie qui a juste besoin d'un bouche-trou pour l'accompagner, hein, très clairement c'est ça. Pendant cette soirée, Mito va rencontrer un jeune homme qui est vraiment horrible, mais alors déjà physiquement il est moche, mais en plus il est vraiment horrible. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est un personnage qui est vraiment détestable et on a juste envie de le baffer. Mais en fait cette mauvaise expérience va permettre à Mito de se rendre compte qu'elle éprouve déjà des sentiments pour quelqu'un d'autre. Et j'espère sincèrement que les deux vont terminer ensemble. Je pense qu'ils vont terminer ensemble. C'est un tome 6 qui était riche en émotions et en rebondissements, puisque Mito va passer par toutes sortes d'émotions, par tout d'abord la peur, l'angoisse, et puis après ça sera des sentiments un peu plus doux, un peu plus sympas. Donc c'était vraiment un très bon tome. C'est une série qui est vraiment top, que je vous recommande si vous la connaissez toujours pas. La couverture est magnifique. Je suis un peu moins fan de la dernière couverture de la série, sur laquelle on a, je crois que c'est Mito, mais c'est une version un peu plus simple, on n'a pas des belles couvertures comme ça. On verra quand le dernier tome sera sorti. Il y a juste ce qu'il faut d'humour,
de bons sentiments amoureux, tout ça, et en même temps, voilà, on a le personnage qui va se questionner sur ses sentiments amoureux, tout ça, et qui va réaliser eh bien, qu'elle aime déjà quelqu'un, et là, vous pouvez voir le gars dont je vous parlais, qui est vraiment détestable et qu'on a envie de baffer, surtout quand on comprend ses réelles intentions. Donc un très bon shoujo que je recommande aussi bien aux garçons qu'aux filles. Je passe à présent au seul josei de cette vidéo, mais quel josei? Il s'agit du 4e tome de Perfect World de Rie Haruga, publié là encore chez Akata. La série est toujours en cours au Japon avec 5 tomes de parus, et là oui, vous sentez qu'on se rapproche de l'apparition japonaise puisque le 5e tome sortira en France le 13 juillet. J'ai plus qu'adoré ce 4e tome de Perfect World qui est encore une fois hyper riche en émotions et qui aura su encore une fois m'émouvoir et avoir ma petite larme à l'œil parce que sincèrement ce qui se passe dans ce 4e tome c'est très fort. Depuis le début en fait ce qui est émouvant c'est cette histoire d'amour complètement impossible entre un handicapé et une valide et tous les bâtons dans les roues qu'ils vont avoir tout le long de leur relation qui ne va bien évidemment pas tenir. Les personnages sont donc séparés. On se rend compte que le personnage de Kore Eda, l'ami d'enfance de notre héroïne et qui est éperdument amoureux d'elle, va essayer de gagner des points, va essayer finalement de se dire bon avec lui c'est mort mais peut-être qu'avec moi c'est possible. Et il va essayer bien évidemment de la séduire et là elle comprend enfin que ah non mais le mec c'est pas juste un ami, il veut être un petit peu plus que ça. Mais c'est pas réellement ça qui m'a émue dans ce 4e tome, puisqu'on est toujours finalement dans cette espèce de faux carré amoureux, puisqu'il y a également l'assistante je ne sais plus comment il s'appelle, son assistante qui l'aide au quotidien et qui est là encore amoureuse de lui, donc ouais, on est sur un carré amoureux. Mais ce qui m'a vraiment émue, c'est qu'en fait notre héroïne, elle a un de ses membres de sa famille qui est malade et qui va peut-être mourir. Et à partir de là, elle va prendre la décision de quitter son job, de quitter la ville et de partir revivre avec sa famille parce que voilà, l'heure est grave et elle va peut-être perdre un être cher. Et en fait, c'est tout ce passage-là que j'ai trouvé mais tellement triste parce que finalement, on peut tellement s'y identifier si on a déjà plus ou moins vécu ça et j'ai trouvé ça mais tellement riche en émotions et puis oh, la petite larme elle est partie toute seule. La couverture est encore une fois complètement dingue et même la 4e de couverture est très sympa. C'est une série qui en fait pas trop, c'est pas too much au niveau de l'émotion. On pourrait dire que c'est un peu calqué sur ce qui pourrait être réel parce que c'est ça finalement qui donne la puissance au truc. C'est que tu te dis mais ça je peux un petit peu m'identifier, enfin du moins pour la personne malade moi je me suis un petit peu identifiée, peut-être pour ça que j'ai la petite larme à l'œil. Mais j'adore vraiment ce titre, les dessins sont vraiment top. Donc c'est un titre que je vous recommande absolument, c'est un josei après, donc c'est pas le shoujo niais, c'est un petit peu plus au-dessus, un petit peu plus sympa tout simplement. Donc vraiment je vous recommande la série si jamais bien vous ne l'avez toujours pas commencé. Je passe à présent au shonen, comme vous le voyez il y en a tout de même pas mal puisque j'ai 5 shonen à vous présenter. Et je vais commencer avec le tome 4 de Love and Lies de Musao, publié chez Pika dans leur collection shonen. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 5 tomes de parus et le tome 5 est annoncé en France pour le 28 juin. Alors vous vous demandez peut-être comment ça se fait que je vous présente ce 4e tome de Love and Lies alors qu'il ne sort que mercredi et qu'on est lundi 1er mai, jour où je tourne cette vidéo. Et bien c'est tout simplement que je l'ai reçu via les éditions Pika avec lesquelles j'ai commencé un partenariat. Donc voilà, je les remercie encore une fois pour cet envoi et du coup j'ai pu lire le tome avec quelques jours d'avance et j'ai vraiment beaucoup aimé ce 4e tome. Je l'attendais de pied ferme, je vous ai présenté les 3 premiers tomes de la série il n'y a pas très longtemps. Il me semble que c'était d'ailleurs dans mon dernier épisode des lectures en cours juste avant celui-ci et j'avais adoré le début de la série, j'étais sceptique et après j'avais vraiment beaucoup aimé et j'avais hâte d'avoir la suite et ce 4e tome était vraiment top. Les personnages commencent vraiment à se poser la question au sujet de cet avis gouvernemental. On va en apprendre un petit peu plus à ce sujet d'ailleurs, qu'il y a certaines règles, certaines choses à ne pas faire avant de se marier parce que sinon ça casse un peu le truc. Je vous laisse deviner de quoi il s'agit. Et dans ce 4e tome, on a surtout le truc qui s'annonçait dans le tome précédent, c'est-à-dire la pièce de Roméo et Juliette, avec 2 des personnages principaux qui sont vraiment juste trop classe. Tout va tourner plus ou moins autour de ça dans ce 4e tome, donc il se passe pas énormément de choses non plus. Mais c'était tout de même pas mal, puisqu'on voit finalement que petit à petit les personnages prennent conscience de cet avis gouvernemental, prennent conscience du fait qu'il y en a qui l'ont pas encore reçu, qui vont bientôt le recevoir, tout ça. Ils sont trop mignons tous les deux, et on a envie finalement qu'ils arrivent à terminer ensemble, mais c'est pas évident du tout parce que la vie gouvernementale n'est pas du tout en leur faveur. Je cherche une dernière illustration où l'on voit mon personnage préféré, c'est-à-dire lui.
Voilà, côté dessin. Donc vraiment un titre que je vous recommande. Alors il y a de la romance, mais on se rend compte aussi qu'il y a un côté un petit peu faussement, enfin dictature, dans le sens où les personnages ne sont pas réellement libres et qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la liberté de tomber amoureux comme ils le souhaitent. Donc vraiment c'est pas mal du tout, c'est pas trop prise de tête, et puis c'était une lecture qui était quand même très agréable. Et j'ai oublié complètement de vous dire qu'une version animée est prévue pour le mois de juillet, ainsi qu'un film live. On reste chez les éditions Pika avec le tome 20 de Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki. Donc la série est toujours en cours au Japon avec 26 tomes de parus. Le tome 21 est prévu en France pour le 31 mai. Et sachez qu'il y aura une version collector vendue au prix de 10 € dans laquelle vous aurez 52 cartes postales ainsi qu'une jaquette réversible. En gros, la même version collector qu'on a eu pour l'attaque des titans. Les Seven Deadly Sins vont combattre encore une fois, puisqu'on est complètement dans l'arc des Ten Commandments. Ils vont affronter de nouveau, on les voyait il me semble dans le tome précédent, Ten Commandments, qui vont en fait leur proposer de participer au tournoi de Vézel, gros doute sur la prononciation, qui se déroule en fait dans un espèce d'immense labyrinthe dans lequel vont être jetés plusieurs personnages, pas que les Seven Deadly Sins, il va y avoir d'autres personnages qui vont se greffer à l'histoire et au combat. Du coup, à la toute fin du tome en fait, tout le monde est réuni et les affrontements vont réellement commencer dans le tome 21 et ça va devenir intéressant parce qu'on a un petit teaser en fait de qui va affronter qui à la toute fin de ce tome 20 et on se dit mais non, ils vont pas pouvoir s'affronter, c'est genre pas possible du tout. Autant vous dire que j'ai adoré, c'est très surprenant, les dessins sont vraiment top, c'est vraiment un titre que j'aime beaucoup. Sachez au cas où qu'il existe une version animée en 2 saisons, si jamais cela peut vous convaincre de vous intéresser à la série. Je ne sais pas encore une fois ce que valent les versions animées, moi c'est tout sur ma fiche, hein, mais je ne regarde pas les versions animées donc je ne peux pas vous dire. Une dernière illustration pour vous montrer à quoi ça ressemble, c'est vraiment top, que ce soit à côté du dessin, de l'intrigue, il y a pas mal d'humour, beaucoup d'action et de rebondissements. Et si on parlait à présent du tome 16 d'Assassination Classroom de Yusei Matsui publié chez Kana, la série est terminée en 21 tomes, le tome 17 est annoncé pour le 7 juillet et sachez là encore au cas où qu'il existe un anime en 2 saisons. Ce tome 16 d'Assassination Classroom, c'est un gros flashback qui nous permet de comprendre la vérité, la réalité derrière le personnage de Koro Sensei. Et autant vous dire, ça part de loin, parce qu'au tout début du tome, on comprend que c'est un flashback, puisqu'en fait, je ne sais pas si on le verra, mais on voit les pages noires, tout simplement, donc on comprend qu'il s'agit d'un flashback. Mais je ne m'attendais pas à un aussi long flashback, c'est-à-dire qu'en fait, le flashback explicatif sur les origines de Koro Sensei, de qui il s'agit, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il est finalement, ça prend tout ça. Voilà. Et en fait, quand il a fini de raconter toute l'histoire, les élèves se posent la question, mais est-ce qu'après tout ça, on peut réellement encore l'assassiner? Parce que Koro Sensei, on savait déjà que c'était pas un personnage méchant, c'est un personnage qui attire la sympathie et qui en plus est assez loufoque. Et en fait, quand on comprend tout ce qu'il a enduré et pourquoi il se retrouve là et pourquoi il doit détruire la Terre, tu te dis mais non, ça peut pas mal se terminer, on ne peut pas le tuer. Et pourtant, ça semble être la seule fin possible. On se rend compte que tous les élèves sont devenus très forts, que les professeurs les ont vraiment bien entraînés. Pour ceux et ceux qui auraient décroché de la série, sachez que plus le dénouement approche et plus ça devient intéressant et c'est vraiment assez prenant. Vers le tome 6-7, quelque chose comme ça, j'avais commencé à me dire que c'était hyper répétitif, qu'on n'en voyait pas la fin, que ça n'avait aucun intérêt. Et puis voilà, arrivé à ce tome 16, je me rends compte vraiment de toute la vérité finalement derrière ce personnage et ça rend vraiment le truc hyper intéressant. Avant-dernier shonen de cette vidéo, mais quel shonen! Il s'agit du tome 17 d'Alice in Borderland de Haro Aso publié chez Delcourt Tonkam. La série est malheureusement terminée en 18 tomes et le tome 18 sortira en France le 5 juillet. Je dis malheureusement, non pas dans le sens où j'aurais préféré que la série s'éternise sur 30 ou 40 tomes, mais c'est un si bon survival game et j'en lis si peu de cette qualité que vraiment ça m'attriste. On a enfin le tout dernier jeu de l'histoire. Vraiment c'est le dernier là, c'est bon, c'est le dernier, on en est sûr. C'est un jeu qui paraît assez simple de prime abord, c'est un jeu de croquettes si je dis pas de bêtises. Et en fait c'est un jeu psychologique. Ils vont faire face à cette femme, donc je vous montre quand même quel est le dernier personnage entre guillemets à battre. C'est cette femme là qui est assez chelou. Alice va très clairement lui poser les questions à propos de Borderland. Il veut des réponses à ces questions puisque on se rapproche de la fin, il sait qu'après ce jeu
théoriquement tout le monde est libre et tout le monde retourne chez lui, il a besoin d'avoir des réponses et de comprendre pourquoi ses amis sont morts finalement, puisqu'il a perdu beaucoup de compagnons depuis le tout premier tome de la série, et ce personnage là va lui proposer non pas une, non pas deux, non pas trois, mais je ne sais plus combien de propositions possibles. Et en fait peut-être que l'une des propositions d'explication au sujet de Borderland que va dévoiler ce personnage va être vraie, mais elle va tellement en dire que finalement tu sais plus. Est-ce qu'elle a dit la vérité au début? Est-ce qu'elle l'a dit à la fin? Est-ce qu'elle ne l'a jamais dit? Est-ce qu'on aura finalement la vraie explication dans le tome 18 ou pas? Est-ce que c'est un monde parallèle? Est-ce qu'on est dans le futur? Est-ce qu'on est dans un jeu vidéo? Enfin vraiment on ne sait pas du tout. Il y a tellement d'hypothèses probable entre guillemets quand on voit l'histoire. J'ai hâte de voir comment va se conclure cette très bonne série. C'est un excellent survival game, je ne cesse de le dire et je ne cesse de vous le recommander. Donc, sachez au cas où qu'il existe 3 OAV, il n'y a pas d'animé mais il y a 3 OAV, donc si jamais ça peut vous convaincre de commencer cet excellent survival game. Dernier shonen de cette vidéo, il s'agit là encore d'un survival game, c'est le 7e tome de Remember de Wellsard et Katsutoshi Molase, publié chez Kiun dans leur collection Seinen. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 13 tomes de parus. Le tome 8 est annoncé pour le 22 juin et il y a eu l'annonce comme quoi la série allait être adaptée en animé. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Ce 7e tome de la série clôt le premier gros arc de Remember, la première grosse partie de la série, et j'ai vraiment beaucoup aimé la fin de cette première partie. Chacun se fera son propre avis à ce sujet, mais vraiment j'ai beaucoup aimé l'espèce de petit twist final. Tu comprends que ça va continuer et ça enchaîne très rapidement avec un nouveau personnage, une nouvelle chasse au corps. Alors une version animée va être par contre horrible à regarder parce que j'ai envie de vous dire que la rouge sang, elle est vraiment horrible. Dans ce 7e tome, elle nous pète un câble comme jamais. C'est-à-dire qu'en fait, dans le tome 6, on comprenait où se trouvait la dernière partie du corps. Et en gros, ça signifiait affronter directement la rouge sang et que ça allait être assez compliqué. C'est hyper sombre, ça va très vite, ça court dans tous les sens, mais finalement c'est pas sans intérêt du tout. Et puis surtout on a cette conclusion de premier arc qui est vraiment au top. Donc un très bon survival game, là encore, c'est pas du niveau d'Alice in Borderland, mais c'est tout de même pas mal du tout. Et là on est plutôt dans le registre de l'horreur comme vous l'aurez compris, que je vous recommande vivement si jamais vous êtes passé à côté. Seul seinen de cette vidéo, il s'agit du 8e tome de Kasane, la voleuse de visage de Daruma Matsura, publié chez Kiun, collection Seinen. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 10 tomes de parus et le tome 9 sortira en France le 6 juillet. Et je me suis rendu compte qu'en fait le tome 7 je l'ai lu il n'y a pas très longtemps puisque je vous l'ai présenté dans mon épisode 39 des lectures en cours si je ne dis pas de bêtises. Et autant vous dire quand vous avez lu ce tome 8, vous vous demandez comment la série va pouvoir continuer, comment le personnage de Kasane va pouvoir continuer sa petite supercherie vu les événements de ce tome 8. Kasane a un nouveau rôle, elle interprète, bon déjà elle a une nouvelle identité, l'identité de Saki, elle a le visage de Nogiku, et elle ne se doute pas un seul instant, naïveté absolue, que Nogiku est en train de lui préparer vraiment un très sale coup. Vraiment là, c'est pire que de la trahison, elle va vraiment très loin. En même temps c'est sa vengeance et c'est complètement compréhensible. Et en fait Kasane va du coup avoir un nouveau rôle, le rôle de Lady Macbeth, donc dans la pièce de théâtre de William Shakespeare, Macbeth. Et elle est tellement omnibilée par ça, elle a même du mal à jouer un petit peu ce rôle. On se rend compte que ce rôle de Lady Macbeth, eh ben ça va faire apparaître des fantômes de... Alors je dirais pas de son passé parce que c'est un passé très récent, mais en gros des personnes dont elle a brisé la vie, donc soit qui sont mortes, soit dont la vie a été complètement brisée, et ça va beaucoup perturber le personnage de Kasane, ce qui fait qu'elle se rend absolument pas compte que Nogiku est en train de lui faire complètement à l'envers. Voilà, même son manager qui pourtant était méfiant, il va baisser sa garde. La couverture, elle est trop belle. Les couvertures de Kasane sont vraiment dingues. Et ce tome 8 se conclut sur un truc. Voilà, tu te demandes comment ça va pouvoir continuer. Quand Kasane va se rendre compte de ce qu'a fait Nogiku, et ça va arriver vraiment dans le tome 9, hein, faudra pas attendre le 10e ou le 11e tome, on va s'en rendre compte très vite. Je ne sais vraiment pas si elle a, entre guillemets, une porte de secours. Parce que là, c'est clairement ce qu'il lui faut si elle veut continuer sa carrière d'actrice. Et j'ai trop hâte parce que ça prend une tournure de plus en plus critique hein, pour ce personnage. Voilà.
et c'est trop bien. Donc c'est un univers excessivement sombre, et là pour le coup j'aurais presque de la peine pour Kasane vu ce qui se passe dans ce tome 8. Donc vraiment une série que je vous recommande absolument si jamais bien vous n'avez toujours pas commencé. Je passe à présent aux deux nouveautés des éditions Komiku, et je m'excuse par avance si je passe assez vite sur ces titres, mais sincèrement j'ai pas grand chose à vous dire à leur sujet, donc je vais pas broder inutilement. Je commence avec le tome 1 de Dr Ashura de Ryo Koshino, publié chez Komiku. Il s'agit d'un seinen de genre médical suspense qui compte 3 tomes toujours en cours. Le tome 2 sortira le 6 juillet, le tome est vendu au prix de 8,50 € et il y a un extrait disponible en ligne que je vous mettrai bien évidemment dans la barre d'infos. Je vais être honnête avec vous, partenariat ou pas, c'est un titre que je n'aurais pas acheté de moi-même, mais je remercie quand même les éditions Komiku de me l'avoir fait découvrir. Ça n'a pas été une mauvaise lecture, je vais pas vous dire mais c'était nul, je me suis ennuyée, non, parce que je l'ai lu d'une traite et que le personnage principal je l'aime bien, puisqu'en fait dans Gift on était face à un Dexter au féminin et avec Dr Ashura on est face à un Dr House au féminin. Donc on va suivre le docteur Shura Hano, qui est la jeune femme que vous voyez sur la couverture, qui travaille dans un hôpital qui ne s'occupe, alors elle travaille dans le service des urgences, dans un hôpital qui en fait n'accepte pas les cas de niveau 2 ou 3, je ne sais pas, en fait c'est expliqué, il n'accepte pas les cas trop graves. Voilà, c'est en gros comme des espèces de premières urgences, de premiers soins, mais pas trop graves. Et en fait, elle ne gère pas les urgences, elle est juste urgentiste, mais elle est sur absolument tous les fronts, d'où son surnom de Ashura, qui est, alors je suis pas sûre de la prononciation du tout pour le coup, c'est une déesse, divinité indienne qui a plusieurs bras. Je ne sais pas si on la voit à un moment donné, ce sera un peu plus explicatif que ce que je suis en train de dire là. Ashura avec ses 3 visages et ses 6 bras. Je sais pas si c'est indien ou bouddhiste, hein, d'ailleurs, j'ai peut-être envie de dire une grosse connerie, je me suis pas du tout renseignée, mais bon. Je pense que vous voyez de quel personnage il s'agit, de quelle divinité il s'agit. Elle considère les urgences comme son champ de bataille. Et en gros, quand il y a une proie qui arrive, c'est-à-dire un pauvre mec qui est complètement blessé, qui est en train de mourir, elle va s'en occuper jusqu'au bout, elle va gérer le truc jusqu'au bout. Le truc, c'est que ça ne plaît pas au directeur de l'hôpital, qui voit en elle un personnage trop dangereux, c'est-à-dire qu'elle accepte tout et n'importe quoi comme cas. Et même les cas les plus graves, alors que l'hôpital est censé les refuser. Et elle en fait une affaire personnelle. En gros, on va suivre plein d'interventions, il va y avoir plein de gens blessés qui arrivent, puis elle, à chaque fois, elle les sauve avec une dextérité de dingue, hein. C'est une femme qui est vraiment... qui a l'air de ne jamais dormir, hein. Pour le moment on la voit dormir, mais on se dit elle a une énergie de fou. Le directeur il pense qu'à sa pomme, il pense qu'aux intérêts financiers, des intérêts où en fait il veut intégrer un autre très grand hôpital. En gros il pense qu'à son cul, il n'en a rien à faire de combien de vies peut sauver le docteur Shura. Lui, le seul truc qu'il veut c'est que ce personnage dégage le plus vite possible pour laisser son hôpital tranquille. Et en fait, elle a le soutien quand même de quelques personnages et c'est un fort caractère. Ça, j'aime bien les personnages féminins qui s'affirment, qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. À un moment donné, elle est virée, mais c'est pas grave, elle continue de bosser. What the fuck. C'était pas une mauvaise lecture, puisqu'en fait, on est complètement sur du manga médical de base où on va suivre différentes interventions. Il y a beaucoup de blabla médical, ça je vous avoue, je ne l'ai pas lu du tout, je l'ai complètement sauté parce que moi, le blabla médical explicatif sur les chutes de tension, les ablations de tout ça. Ça j'ai passé complètement, c'est pas du tout mon délire. Et il n'y a pas ce petit truc qui me donne spécialement envie d'acheter la suite. Peut-être que je me prendrai le tome 2 un petit peu plus tard. J'étais sceptique au début quand j'avais commencé à lire Gift. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai acheté la suite. Et je vous présenterai la suite. Et c'est vraiment un titre que je vous recommande chez Komiku. Je peux pas vous dire c'est génial, faut l'acheter. Je serais complètement malhonnête avec vous si je vous disais un truc pareil. Ça n'a pas été une mauvaise lecture. Si vous aimez d'ailleurs les mangas sur l'univers médical, avec justement un personnage un peu sadique, un peu la Dr House, qui vraiment ne prend pas de pincettes avec les gens, c'est un personnage qui risque de vous plaire. Si vous aimez les mangas médicaux, ça peut vous plaire également. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire à son sujet. Et pour conclure, je vais vous présenter le premier tome de L'Ange de l'Ombre de Yuzuki Yoshiai et Tetsuya Honda, publié toujours chez Komiku. Il s'agit là encore d'un seinen de genre thriller fantastique qui est terminé en 2 tomes. Il n'y a pas de date pour la sortie du tome 2. Là encore, c'est un volume qui est vendu au prix de 8,50 € et comme vous le voyez, il est tout de même assez épais. Et je ne crois pas qu'il y ait d'extrait disponible en ligne. Je chercherai au cas où s'il y en a un, je vous le mettrai bien évidemment dans la barre d'infos. Il s'agit du mangaka auquel on doit L'Île Infernale, qui est je crois le tout premier titre que j'ai acheté chez les éditions Komiku. C'est probablement l'un des premiers titres qu'ils ont sorti, et également l'auteur d'Anguille démoniaque que je n'ai pas lu, qui est une toute petite série mais que je n'ai pas lu. Ça l'a pas trop fait. C'est un manga qui va nous parler de vampires. Je sais, on dirait peut-être pas vu comme ça, mais ça parle de vampires. C'est un thriller sombre et machiavélique par l'auteur de L'Île Infernale et Anguille démoniaque. Bienvenue dans les ténèbres de Tokyo.
Je vous lis la 4e de couverture, ça sera plus facile pour vous en parler. Un petit escroc prénommé Yoshiki manque de se faire tuer pour avoir fricoté avec la femme d'un yakuza. Il ne doit son salut qu'à l'intervention d'une mystérieuse femme aussi belle que dangereuse. C'est la jeune femme que vous avez sur la couverture. Au même moment, la police découvre un corps au visage figé d'effroi et avec une blessure béante au cou. Vous voyez le côté vampire. Il semble avoir été vidé de son sang. Voilà. Au niveau du synopsis, vraiment, ça me disait pas mal. Côté dessin, c'est pas mal là encore. Et j'aime beaucoup le personnage de... Alors, elle s'appelle pas Julia, hein, mais c'est le personnage principal qui est là encore une femme qui est assez forte, qui est indépendante. On a son histoire à elle. Et on a les flics qui enquêtent sur ces meurtres un petit peu chelous. Et on comprend qu'il y a des vampires derrière. Et puis, il n'y a pas grand chose de plus à vous en dire. Voilà, c'est pas mal dans le genre thriller parce que c'est tout de même assez sombre. Et ça se laisse lire. Mais on n'est pas sur un coup de cœur, on n'est pas sur une lecture qui va me marquer dans le temps. Et sincèrement, je ne sais pas si j'achèterai le second et dernier tome de la série parce que j'ai pas spécialement envie de savoir comment celle-ci va se conclure. C'est pas mal, mais sans plus. Hein. Sincèrement, je peux pas vous dire que c'était génial, j'ai adoré ma lecture. Ça se lit assez facilement, ça se lit assez vite. Mais c'est tout. Voilà, je suis désolée si mon avis au sujet de ces 2 premiers tomes est assez bâclé, assez finalement bref, mais sincèrement je peux pas non plus broder inutilement à leur sujet alors que j'ai aimé mais sans plus. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés dans cette vidéo, votre avis à leur sujet. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez commencé l'une des nouveautés des éditions Komiku que je vous ai brièvement présenté à la fin de cette vidéo. Ce que vous en avez pensé, si c'est des titres que vous recommandez, que vous avez aimé ou peut-être pas. Sur ce, je vous retrouve très vite avec une présentation du premier tome d'une nouveauté de chez Pika. Bye!